Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. Chaque année, ce sont les derniers week-ends des mois de mars et d'octobre qui ont été retenus par les autorités, donc françaises et européennes, pour faire les transitions de saison. La période de l'heure d'été s'étale sur 7 mois contre 5 seulement à l'heure d'hiver. Donc ce dimanche, le 24 au 25 octobre prochain, en Europe, ce sera le passage à l'heure d'hiver. À 3 heures du matin, il sera 2 heures. Reculez vos montres d'1 heure, mes amis de l'Europe. Il s'agit de retrouver un horaire décalé d'1 heure par rapport à celui du soleil, contre 2 heures en été. Le soleil se couchera plus tôt en soirée. Cette histoire de changement d'heure ne s'est pas fait en une seule fois. À l'origine du changement d'heure, un passionné d'insectes, et j'ai bien dit d'insectes. Dès 1784, Benjamin Franklin, alors ambassadeur des États-Unis en France, se désolait, dans une lettre au Journal de Paris, des heures de soleil perdues, en début de journée en été. Mais c'est un certain George Vernon Hudson, un entomologiste néo-zélandais, qui fut le premier à proposer un changement d'heure en 1895 à la Royal Society of the New Zealand. Il voulait même que les horloges soient avancées de 2 heures, ce qui ferait hurler aujourd'hui, lors de l'été austral, afin de permettre à chacun de profiter au mieux, explique-t-il, du cricket, du jardin, du cyclisme ou toute autre activité extérieure. Il espérait surtout que ces chasses aux insectes ne soient plus interrompues par la tombée de la nuit. Sa proposition fut sèchement rejetée par les homologues scientifiques néo-zélandais, mais provoqua une vive controverse dans la presse néo-zélandaise. L'idée allait faire son chemin. En 1911, la France adopte l'heure donnée par Greenwich, petite ville située près de Londres où se trouve l'ancien observatoire astronomique royal. La France étant compris dans le même fuseau horaire que Greenwich. C'est lors de la Première Guerre mondiale que l'on applique pour la première fois le changement d'heure. Les empires centraux, Allemagne, Autriche, Hongrie, manquent de charbon et cherchent tous les moyens pour économiser cette précieuse source d'énergie. Le 30 avril 1916, les aiguilles sautent 1 heure pour la première fois outre-Rhin. La Grande-Bretagne, la France et les États-Unis suivent le mouvement. D'ailleurs, la France passe pour la première fois à l'heure d'été le 16 juin 1916, puis tous ces pays suppriment le changement d'heure une fois la paix revenue. La mesure est de nouveau appliquée pendant la Seconde Guerre mondiale en France. C'est l'occupant allemand qui impose l'heure de Berlin et l'heure d'été. De nouveau supprimé à la Libération, le changement d'heure fait finalement son retour au moment de la crise pétrolière. La plupart des pays européens vont suivre le mouvement. Donc en 1945, on revient finalement à l'heure de 1916 en appliquant l'heure d'été pendant toute l'année. Mais en 1973, le choc pétrolier, ainsi appelé car le prix du pétrole est multiplié par 4, fait augmenter le prix de l'électricité. Donc en 1975, le président Valéry Giscard d'Estaing décide que les montres seront avancées l'hiver d'1 heure sur l'heure de Greenwich et de 2 heures pendant l'été. Cette heure de soleil, en plus le soir, devait permettre de réduire l'utilisation d'électricité pour l'éclairage. Le saviez-vous? C'est en 1884 que l'ingénieur écossais Sanford Fleming
invente le système des fuseaux horaires en voulant homogénéiser les horaires de transport ferroviaire au Canada. Il divise de façon imaginaire, bien sûr, la surface de la Terre en 24 fuseaux horaires de longitude identiques. Dans un fuseau, la même heure est appliquée partout. Le fuseau d'origine est celui qui comprend la ville de Greenwich. Le passage de l'heure normale ou heure d'hiver au Québec aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche du 31 octobre au 1er novembre 2015 à 2 heures du matin. Mes amis québécois, je me ferai un plaisir de vous en reparler d'ici cette date. Du moins, vous aider à vous rappeler que nous allons devoir modifier notre heure en la reculant à cette date. C'est en 1918, pendant la Première Guerre mondiale, contre la Chambre des communes du Canada, adopta la loi concernant l'utilisation de la lumière du jour dans le but d'économiser l'électricité et de maximiser l'utilisation de la période d'ensoleillement. Puis en 2006, le Canada a adopté la loi sur le temps légal visant à normaliser l'heure entre le Canada et les États-Unis qui venait d'adopter l'Energy Policy Act ayant pour but l'économie d'énergie dans une optique environnementale. Donc depuis 2007, ici au Canada, la période d'application de l'heure avancée est plus longue de 4 ou 5 semaines, puisque nous avançons maintenant l'heure la deuxième dimanche de mars au lieu du premier dimanche d'avril, et que nous revenons à l'heure normale le premier dimanche de novembre au lieu du dernier dimanche d'octobre. L'heure solaire n'est pas non plus la vraie. Certains nostalgiques réclament le retour d'une heure calquée sur Dame Nature et le rythme du soleil. Ils se trompent. En effet, le midi solaire qu'ils souhaiteraient utiliser comme point de repère n'a rien de fixe. En raison de l'orbite imparfaite de la Terre autour de son étoile, le Soleil atteint son zénith chaque jour à une heure différente, y compris sur la base du temps universel, qui est l'heure théorique utilisée par les avions ou les astronomes calculés depuis les méridiens de Greenwich, à Grande-Bretagne. Ainsi, à Paris, le zénith est atteint quelque part entre 11h34 et midi 5 à l'heure universelle au cours de l'année 2015, et non à 11h50 et 40 secondes, comme le voudrait la théorie, l'écart de 9 minutes avec midi étant attribué à la différence de la longitude entre Paris et Londres. Une saison est une époque de l'année qui est caractérisée par un climat et une température relativement constante. En astronomie, on définit une saison comme étant l'intervalle du temps durant laquelle la Terre occupe une portion de l'espace au cours de sa révolution autour du Soleil. Les saisons varient en fonction de deux phénomènes, soit la révolution de la Terre et l'inclination de son axe de rotation. Pour que ce trajet soit un cercle, il faudrait que la distance entre la Terre et le Soleil soit toujours la même, mais ce n'est pas le cas. Les astronomes disent que la révolution de la Terre a sensiblement la forme d'une ellipse. Le passage à l'éphélie correspond au moment où la Terre est située le plus loin du Soleil. Le passage de la périphélie correspond au moment où la Terre se situe le plus près du Soleil. La durée de la révolution de la Terre est d'environ 365 jours. Pendant ce temps, la Terre parcourt une distance d'environ 936 millions de kilomètres à la vitesse orbitale moyenne d'environ de 106 700 km/h. L'époque de l'année où le Soleil est le plus éloigné de la Terre est appelée le solstice d'été. C'est le jour le plus long de l'année. Le Soleil culmine très haut dans le ciel et le nombre d'heures d'ensoleillement est à son maximum. Les rayons du Soleil tombent droit sur le sol, ce qui réchauffe encore plus. Dans l'hémisphère nord, le solstice d'été se produit le 20 ou 21 juin.
L'époque de l'année où le Soleil est le plus proche de la Terre est appelée le solstice d'hiver. C'est la nuit la plus longue de l'année. Le Soleil est à son plus bas dans le ciel et le nombre d'heures d'ensoleillement est à son minimum. Les rayons du Soleil ressentent l'atmosphère, ce qui réchauffe beaucoup moins. Le solstice d'hiver se produit le 21 au 22 décembre. L'époque de l'année où le Soleil est au zénith sur l'équateur terrestre est appelée équinoxe. Cette position fait en sorte qu'il y a un équinoxe de printemps et un équinoxe d'automne. Ce sont 2 journées durant l'année où le jour est la même durée que la nuit. La quantité d'énergie reçue est la même, mais elle n'est pas répartie de la même façon. Les rayons sont beaucoup plus concentrés dans l'hémisphère nord à la position du 21 juin, tandis que les rayons sont répartis sur une plus grande surface à la position du 21 décembre. La Terre effectue une révolution autour du Soleil, mais elle tourne aussi dans son axe sur elle-même en une journée. L'axe de rotation de la Terre n'est pas perpendiculaire à l'écliptique. L'axe de rotation de la Terre fait un angle sensiblement constant de 23 degrés par rapport à la verticale. Puisque l'axe de rotation de la Terre est incliné par rapport à l'écliptique, on peut observer que les différentes parties de la Terre ne sont pas éclairées sous le même angle et pendant les mêmes périodes de temps. La différente partie de la Terre ne se réchauffe donc pas de la même façon selon le temps de l'année. Il est important de remarquer que le passage de la Terre le plus près du Soleil, périphérie, se fait au début de l'hiver, ce qui vient confirmer que ce n'est pas la distance Terre-Soleil, mais bien l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre qui est responsable du cycle des saisons. Les saisons dans l'hémisphère sud sont inversées par rapport à celles de l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère nord, le printemps commence à l'équinoxe de printemps, point vernal, qui se termine au solstice d'été. La droite qui joint la Terre et le Soleil aura alors tourné de 90 degrés par rapport au point vernal. L'été commence au solstice d'été et se termine à l'équinoxe d'automne. La droite qui joint la Terre et le Soleil alors tourné de 180 degrés par rapport au point vernal. La droite qui joint la Terre et celui aura alors tourné de 270 degrés par rapport au point vernal. Et l'hiver commence au solstice d'hiver pour se terminer à l'équinoxe du printemps, point vernal. Puisque l'orbite que parcourt la Terre lors de sa révolution autour du Soleil est écliptique, il en résulte une inégalité dans la distance à parcourir pour chacune des saisons. Les saisons n'ont pas la même durée. En moyenne, dans l'hémisphère nord, le printemps dure 92 jours et 19 heures. L'été dure 93 jours et 23 heures. L'automne dure 89 jours et 13 heures et l'hiver, malgré les temps durs au Québec, dure seulement 89 jours. Puisqu'il faut un certain temps pour emmagasiner la chaleur, l'atmosphère a un retard par rapport au solstice d'été et d'hiver. Finalement, nous pouvons constater que les changements d'heure sont en fait que des caprices de l'être humain, qui n'ont rien à voir avec l'astronomie réelle, ni avec les changements de saison, et que ceux-ci n'ont aucun impact avec l'heure que ceux-ci nous imposent. Enfin, l'être humain a choisi par caprice, qui lui sert à des fins économiques, de faire ce changement d'heure. En fait, il n'y a aucune, mais absolument rien à voir avec l'astronomie et les changements des saisons. Regardons maintenant l'influence de la Lune en général pour cette semaine. Lundi et mardi, la Lune est en premier croissant. Et mercredi à dimanche, Lune guimbeuse ascendante. En magie, le premier croissant de Lune qui fait partie de la Lune croissante. Cette phase dure 11 jours. La Lune est à ce moment
en phase montante et elle commence après les 4 jours que dure la lune noire ou nouvelle lune, lorsqu'un minuscule croissant apparaît sur la voûte céleste. C'est le moment idéal pour attirer les énergies. Toute la magie d'attirance, de prospérité, de réussite et de vitalité se pratique en lune montante. Donc, toutes les invocations seront positives et les sortilèges seront destinés à attirer les choses vers nous, et ceci dans différents domaines, dont amour, guérison, chance, croissance, désir sexuel, richesse, argent, emploi, changement, éveil psychique ou spirituel. Le premier quartier de la lune correspond à tous les rituels d'accroissement des biens matériels pour attirer la prospérité, trouver l'amour ou un emploi par exemple. Son énergie est propice aux souhaits magiques qui nécessitent un renforcement. Elle est favorable pour tout ce qui consiste les nouveaux départs, débuts de projets et met dans la bonne condition pour développer son mental, renforcer son système immunitaire, sa santé physique en général et son bien-être. C'est aussi la période pour planter nos herbes magiques. La lune croissante en premier quartier et en premier croissant, c'est une période dite de gestation. Elle favorise la conception de projets, la recherche, les enquêtes, les investigations, les études de faisabilité, l'intuition, l'inspiration, les premières créations, l'élaboration, l'émergence de vocations. Une lune croissante, premier quartier, deuxième croissant, période dite d'individualisation. Elle favorise l'entrée dans l'action, la lutte contre son passé, l'affirmation de soi. On trouve une certaine assurance, la libération du poids familial, de l'éducation pesante, des conventions, des schémas pesants, les coupures de cordon afin de faire face aux autres. La lune croissante, deuxième quartier, premier croissant, période dite d'affirmation. Elle favorise l'impulsion pour agir, la structuration des idées, l'assurance est affirmée. La convention, la fermeté, l'indépendance, la prise de position, la recherche du pouvoir. Lune croissante, deuxième quartier, deuxième croissant, période dite de prise de conscience. Elle favorise la croissance personnelle, l'ouverture d'esprit, un esprit acéré, pénétrant l'acte juste et créatif. On peut participer à l'évolution de la vie et des choses, on s'implique par son travail avec les autres. On recherche où l'on trouve un but commun. On est sur le chemin de la réalisation. Lundi le 19 octobre, mardi le 20 octobre, mercredi le 21 octobre 2015, la Lune sera en Capricorne. Dans cette position, la Lune favorise le goût de l'affrontement, l'ambition, le sens des responsabilités, la culture, la vie morale et la tradition. C'est un bon jour pour réfléchir, se cultiver, méditer, pour accroître son ambition, être reconnu, favoriser sa carrière et propice aux affaires politiques. Une lune en Capricorne est très influente un mardi. Les autres signes qui bénéficient des influences de la lune en Capricorne sont les Vierges, Bélier, Scorpion et Balance. Pour lundi, vous ferez moins dans la dentelle que d'habitude et ça marchera. Le succès tient à votre aplomb. Pour mardi, les choses avancent positivement, mais très vite. Évitez de déprimer prématurément si vos projets n'évoluent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Ils évoluent tout de même très vite. Pour mercredi, les obligations contredisent clairement vos aspirations. Cloisonner est le meilleur moyen de s'y retrouver. Jeudi le 22 octobre, vendredi le 23 octobre 2015, la Lune en Verseau.
Dans cette position, la Lune favorise l'originalité, la nouveauté, les changements de dernière minute, la convivialité, la tolérance, pour accroître ses facultés créatives, son sens artistique, favorise la liberté, l'amitié ainsi que la rupture avec des mauvaises habitudes ou des habitudes néfastes. C'est un bon jour pour sortir, découvrir, faire de nouvelles rencontres et avoir un coup de foudre. Les autres signes qui bénéficient des influences de la Lune en Verseau sont les Gémeaux, Balance et Scorpion. Pour jeudi, chacun cherche à partager ses visions de la vie, mais pas sa routine. L'heure est aux idées, aux projets et à la progression. Pour vendredi, si même vous êtes insatisfait, ne rompez pas une relation amicale ou amoureuse. Vous êtes aveuglé par un individualisme passager. Samedi le 24 octobre, dimanche le 25 octobre, la Lune sera en Poisson. Dans cette position, la Lune favorise les rêves, la clairvoyance, l'intuition, la vie amoureuse, la douceur de vivre et les festivités. C'est un bon jour pour sortir, voyager, échanger des mots tendres et vivre en harmonie. Les autres signes qui bénéficient de l'influence de la Lune en Poisson sont les Cancers, Scorpions, Sagittaires et les Lions. Pour samedi, tous les malheurs du monde sont présents dans les esprits, mais la bonne volonté ne suffit pas. Il manque de sens pratique. Soyez positif. Surveillez la conversation que vous entretenez à l'intérieur de vous. Ceci vous permettra d'avoir une vision plus ajustée de la réalité. Pour dimanche, les gens sont vulnérables face aux attaques et cherchent des solutions de facilité qui conduisent à la paresse, à la procrastination et à la déresponsabilisation. Il suffit simplement de regarder comment nous recevons ces messages. Très souvent, ce ne sont pas le message qui est prenant, mais plutôt la signification que personnellement nous choisissons de leur donner. Alors prenez garde, mes amis. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.